Bonjour, je m'appelle Malik Bozoré, je suis directeur de recherche en éthique au sein du laboratoire Ethics de l'Université catholique de Lille et je dirige une équipe qui s'appelle Influentials et qui travaille sur l'éthique de l'influence. L'éthique, ça va être un discours prescriptif qui va chercher à guider nos actions en s'appuyant sur des critères qui vont distinguer le bien du mal et en l'occurrence les bonnes actions des mauvaises actions. Alors pourquoi on distingue les bonnes actions des mauvaises actions? Tout simplement parce que les bonnes actions vont être obligatoires alors que les mauvaises actions vont être interdites. L'éthique cherche à penser finalement le type d'action qu'on doit accomplir en répondant à la question que dois-je faire? Et par extension, que devons-nous faire? Il y a plusieurs champs de l'éthique. Alors classiquement, on en distingue trois, l'éthique normative, la métaéthique et l'éthique appliquée. L'éthique normative, c'est finalement ce qu'on entend généralement aussi peut-être par morale, c'est-à-dire un ensemble de règles prescriptives qui vont guider nos comportements. La métaéthique, alors ça c'est un champ peut-être plus abstrait, c'est une réflexion justement sur le discours élaboré par les éthiques normatives. C'est aussi une réflexion sur le contenu de termes, de concepts comme les concepts de devoir, d'obligation, de bien, etc. Et l'éthique appliquée, qui est un champ, moi, qui m'intéresse peut-être plus spécifiquement, c'est l'idée, non pas seulement d'appliquer peut-être des théories, éthiques, mais plutôt, d'avoir un espèce de questionnement à partir de changements sociétaux, technologiques et autres, de questionnement sur justement les éthiques normatives. Et dans quelle mesure ces changements sociétaux peuvent interroger nos conceptions du bien, et du mal. La question du rapport entre éthique et numérique, alors bien évidemment, c'est une question extrêmement vaste. Le numérique recouvre plein de réalités, différentes. J'ai envie de dire que, avant toute chose, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'usage qu'on va faire de l'éthique par rapport aux technologies numériques. L'éthique est souvent convoquée pour, justifier telle ou telle pratique, justifier a posteriori, du coup, notamment pour favoriser l'acceptabilité sociale de certaines technologies. Typiquement, heu, on a vu ça avec, l'utilisation d'algorithmes, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation de la reconnaissance faciale. Il s'agit finalement d'essayer de trouver des arguments éthiques qui vont rendre acceptables ces technologies. Et j'ai envie de dire que l'éthique du numérique devrait laisser la possibilité du refus pur et simple de certaines technologies. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, à un moment, de dire: «Telle technologie est condamnable d'un point de vue éthique». Elle est condamnable intrinsèquement de par sa nature même. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bon usage de cette technologie. Et cette possibilité-là est rarement envisagée. Elle est rarement envisagée. Après, d'un point de vue individuel, on peut décider effectivement, d'avoir un usage éthique du numérique. C'est par exemple, de conserver son smartphone le plus longtemps possible, d'avoir un Fairphone, à un moment c'était le gros truc et cetera, de limiter son usage, d'internet, des réseaux sociaux ou autres, à des usages bien spécifiques. On pourrait tout à fait imaginer qu'on utilise son smartphone, principalement pour passer des coups de téléphone tout simplement, d'appeler les gens plutôt que, de leur envoyer des messages, de rencontrer réellement les gens plutôt que d'échanger, heu, via WhatsApp, ou autre et cetera. Mais encore une fois, ça implique de changer, nos modes de vie. Est-ce qu'on est prêt à ça? Et après la seconde question, c'est est-ce qu'on peut imposer cela aux individus? En même temps, on a bien imposé, la numérisation de la société. Donc pourquoi est-ce qu'on réfléchirait pas sur, effectivement, le type, d'usage du numérique qui devrait être proposé aux individus? On ne peut pas faire reposer sur les individus la totale responsabilité de l'usage qu'ils vont avoir, du numérique. Très clairement, il y a une réflexion institutionnelle, démocratique à avoir sur les choix qui sont proposés aux individus. Alors bien évidemment, j'ai tout à fait conscience qu'il y a des enjeux économiques, qu'il y a du lobby et cetera et cetera. Je dis pas que c'est simple, hein, mais laissons-nous au moins cette possibilité-là. Et peut-être que ce serait la première position éthique à défendre. Le fait de se laisser la possibilité, à un moment, de refuser telle ou telle technologie. Et non pas de chercher des espèces d'accommodements raisonnables qui permettraient l'usage de n'importe quelle technologie. Quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Et je ne suis pas sûr que les gens aient réellement conscience de cela, et s'ils ont conscience de cela, de tout ce que ça implique. Concrètement, ça veut dire que, nous n'avons aucun contrôle sur l'utilisation, des données qui sont, recueillies et qui nous concernent. Et ça me semble réellement problématique, d'autant plus qu'il y a la création d'un véritable marché des données.
C'est-à-dire que ces données, après, elles sont monnayées, elles sont utilisées pour générer notamment des revenus publicitaires, et elles sont générées aussi et utilisées pour influencer le comportement des individus. Or, on ne donne pas notre consentement concernant cette influence. D'accord? Et c'est ce qui est très troublant, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux sont organisés à la fois pour faire du micro-ciblage et donc pour orienter le comportement, des individus, de manière directe ou indirecte d'ailleurs, soit en présentant par exemple des publicités ciblées, mais aussi en ne présentant que des informations qui vont confirmer finalement ou qui vont entretenir ce que l'on pense déjà. Or, l'idée dans une démocratie de l'information, et notamment de la presse, c'est un contre-pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est censé justement offrir aux individus une palette large d'informations de manière à ce qu'on prenne des décisions libres et éclairées. C'est-à-dire qu'on n'ait pas qu'un seul type d'information, mais bien des informations qui peuvent être contradictoires, d'ailleurs, ce qui nous amène à réfléchir sur le type d'information et à élaborer notre propre réflexion. Ce qui est préoccupant également, c'est que les réseaux sociaux, notamment à travers, l'utilisation de découvertes en psychologie, comportementale, va générer de l'addiction, en fait. Et donc ça me paraît, réellement problématique, à la fois, d'un point de vue démocratique, bien évidemment, mais également, concernant le type de société que l'on souhaite. Et que l'on souhaite notamment pour nos enfants, mais aussi, pour nous, bien évidemment. Parce que le phénomène d'addiction, aux réseaux sociaux engendre aussi à la fois une sollicitation constante, des individus via les notifications et du coup un surplus d'informations. Et là, ce qui est intéressant quand même à noter, et il y a des études qui l'ont confirmé, c'est que, notamment chez les adolescents, ce surplus d'informations engendre une fatigue décisionnelle. C'est-à-dire que leur cerveau est tellement sollicité qu'à un moment, il arrive dans un état de fatigue qui fait qu'ils prennent plus de décisions. Ce qui est quand même extrêmement préoccupant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'une société qui s'organise entièrement autour des outils numériques, alors qu'on sait bien qu'une partie de ces outils numériques vont empêcher les individus de prendre des décisions? Le numérique, c'est pas une donnée, c'est pas quelque chose qui existe, naturellement, c'est une création humaine et donc à ce titre, on doit réfléchir sur les implications et l'usage de ces technologies, numériques. La question, c'est la question de l'influence, c'est-à-dire quel est le type d'influence qui est généré par les outils numériques, notamment les réseaux sociaux, et dans quelle, mesure ça va venir perturber, ce qu'est supposé être le fonctionnement, démocratique. N'oublions pas que la démocratie, elle repose sur l'idée que, les citoyens sont des individus, libres et autonomes qui doivent prendre des décisions libres et éclairées, justement. Donc la question, c'est de savoir, comment les outils numériques peuvent permettre aux citoyens de prendre des décisions libres et éclairées. Comment les outils numériques peuvent permettre aux individus de disposer d'un large panel, d'informations et ne pas nécessairement orienter les informations qui vont être recueillies dans le but de micro-cibler les individus pour les, amener à avoir tel ou tel comportement et parfois même telle ou telle croyance ou telle pensée. Donc c'est là où il y a un enjeu démocratique. L'enjeu démocratique, c'est comment on s'assure que les individus peuvent prendre des décisions libres et éclairées. Quelle attention on porte aux processus qui vont construire, indépendamment du consentement et de la réflexion des individus, qui vont construire certaines positions, qui vont créer du consensus, par exemple. Il faut qu'on ait une réelle réflexion là-dessus, et une réflexion qui, dans un premier temps au moins, ne soit pas orientée ou ne soit pas, le terme, c'est qu'il ne soit pas uniquement en réaction à tel ou tel, sujet d'actualité. La difficulté, en fait, du numérique dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que le numérique relève d'un mode de vie et qu'il n'y a rien de plus difficile à changer qu'un mode de vie. Pourquoi? Parce que le mode de vie s'appuie aussi sur des habitudes et que ça, on le sait via plein de travaux en psychologie, en économie comportementale, que le plus dur à changer, c'est les habitudes. Et du coup, ce que vont chercher à changer, les réseaux sociaux ou d'autres, c'est précisément les habitudes des individus. On est dans une culture de l'instantanéité et donc on planifie beaucoup moins les choses. On pense beaucoup moins, les choses, puisque tout peut se faire au dernier moment. De la même manière, sur le rapport à la connaissance. Le rapport à la connaissance, il a radicalement changé, avec internet d'abord et avec les smartphones ensuite. Un smartphone, on sait que, on peut avoir à peu près, n'importe quelle information, de manière, quasi instantanée.
Voilà, donc ça change radicalement nos modes de vie, la manière dont on vit et donc du coup, la manière dont on envisage à la fois, notre rapport aux autres et notre rapport à la réalité, c'est-à-dire notre rapport au monde. Mon dernier message va peut-être être, d'abord d'un ordre, un petit peu plus, général. Il y a une définition de la philosophie que j'aime bien, qui est que la philosophie, c'est une attention portée à la complexité du monde. Et il me semble que c'est extrêmement important de ne pas chercher à simplifier, la réalité. Et d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur de cette complexité. Donc première chose, déjà, refuser la simplification de la réalité et avoir conscience que les choses sont complexes et que c'est pas grave qu'elles soient complexes. Il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut se donner les moyens de comprendre cette complexité et de pouvoir cheminer, dans cette complexité. Le monde n'est pas forcément, un lieu de danger. Notre rapport au monde relève de notre décision à nous. Donc notre rapport au monde de manière, générale, notre rapport aux autres, également, notre rapport à la technologie, également. Et donc il s'agit de cheminer finalement dans le monde de manière tout à fait consciente, en acceptant sa complexité et en se donnant les moyens de penser cette complexité pour prendre des décisions.